il est l'or de ce pays. Praxis 7, la ruée vers l'or, en podcast. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Mottet, économiste, auteur de l'article L'or 2.0. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Stéphane Mottet. Stéphane Mottet, vous êtes vice-président de l'Université de Poitiers, en charge de la politique internationale, mais c'est sous une autre casquette que vous intervenez dans le cadre de ce podcast, puisque vous êtes avant tout économiste, enseignant à l'IAE de Poitiers. Et à ce titre, vous êtes un contributeur, alors j'allais dire régulier, mieux que ça, vous êtes un contributeur systématique de la revue Praxis. Praxis, c'est le magazine annuel de gestion et management entièrement réalisé par les équipes de l'IAE de Poitiers. En 2025 est sorti son 7e numéro déjà, intitulé La ruée vers l'or, et vous y avez proposé l'article L'or 2.0. Alors, pour tout de suite savoir de quoi on parle, que se cache-t-il derrière cette dénomination L'or 2.0 ? Eh bien, dans mon esprit, en fait, l'or 2.0, l'or numérique, je pense que c'est finalement le rôle que s'est donné le Bitcoin, et que donc désormais très connu, le Bitcoin, alors que c'est une monnaie, enfin c'est pas une monnaie justement, mais alors que c'est un actif qui a été créé en 2009, donc il a à peine une quinzaine d'années, et il a déjà une aura financière, économique, médiatique absolument stupéfiante. Et je pense que on s'est trompé en pensant que c'était une crypto-monnaie. Alors je pense que c'est la volonté du Bitcoin et de ses créateurs, c'était d'en faire l'or, l'équivalent numérique, digital, de l'or au sens le plus fondamental. Merci Monsieur Mottet. Alors vous expliquez dans le texte qu'une monnaie doit remplir 3 fonctions essentielles, unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. Or, actuellement, le Bitcoin ne remplit pas nécessairement ce contrat. Est-ce qu'on peut donc véritablement le qualifier de crypto-monnaie ? Ben non, justement, même moi j'ai tendance à dire crypto-monnaie parce que c'est comme ça qu'il est décrit, mais en fait non, le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie parce que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Quand on dit ça, la plupart des gens pensent qu'on s'attaque au Bitcoin. Alors que non, je pense que le Bitcoin est autre chose, mais c'est pas une monnaie, et en tout cas si c'en est une, c'est une très mauvaise monnaie. Comme vous l'avez rappelé, les économistes, nous sommes des gens simples. Pour nous, une monnaie, c'est 3 fonctions, unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. Des choses relativement simples. Unité de compte, ça veut dire que voilà, tous les prix sont dans la même monnaie. Regardez, le prix du pétrole, il est en dollars. Que vous l'achetiez en France, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, il est en dollars, ce qui est assez surprenant, mais c'est plus simple d'avoir une unité de compte plutôt que de devoir s'exprimer sous forme de troc en disant une banane vaut 2 pommes et une voiture vaut 15 000 bananes, ce serait extrêmement compliqué. Donc, la fonction principale qu'on oublie beaucoup, c'est que la monnaie doit être unité de compte. Elle doit aussi être intermédiaire d'échange parce qu'elle est unité de compte. Après, on va régler ses achats en monnaie. Et puis, dernière fonction, réserve de valeur, c'est-à-dire qu'elle va permettre de conserver la valeur au cours du temps. L'intérêt de la monnaie, c'est aussi, je suis payé en début de mois et je vais utiliser cet argent pour régler mes achats tous les jours jusqu'à la fin du mois. Alors que si j'étais payé en poisson, il y aurait un problème de conservation de la valeur de l'actif. Donc la monnaie, elle permet ça, évidemment. Alors, ces fonctions-là, elles peuvent être impactées, par exemple, par l'existence de l'inflation. Mais dans le cas du Bitcoin, si on revient aux fondamentaux, le Bitcoin, de ce point de vue-là, est une assez mauvaise monnaie, voire très mauvaise monnaie, parce que par exemple, c'est une très mauvaise unité de compte. La qualité principale d'une monnaie et d'une bonne unité de compte, c'est d'être stable. C'est-à-dire que si les prix bougent tous les jours, aujourd'hui ça vaut 10 euros, demain ça vaut 15 euros, après-demain ça vaut 4 euros, on voit bien que la fonction de la monnaie, elle n'est pas remplie. Or, avec le Bitcoin, c'est exactement ça qui se passe. Si j'exprime un prix en Bitcoin, bon, d'accord, imaginons, je vais faire simple, parlons d'une voiture qui vaut 100 000 $. Bon, en janvier, elle vaut 1 Bitcoin, puisqu'un Bitcoin valait 100 000 $. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 80 000 $. Donc aujourd'hui, elle vaut 1,2 Bitcoin. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Le Bitcoin, il fluctue tous les jours. Là, j'ai regardé sur les 4 derniers jours, il a pris plus 12, moins 5, plus 6%. C'est une très mauvaise unité de compte. C'est vraiment pas du tout efficace, et ça en fait un mauvais intermédiaire des échanges. Parce que, et là pour le coup c'est assez simple à comprendre, je paye en euros parce que la valeur de mon euro est stable. Mais imaginons, je pense que la valeur de mon euro va prendre 10% aujourd'hui. Est-ce que je paye en euros ? Non, puisqu'il vaudra 10% ce soir de plus. C'est pareil avec le Bitcoin. Pourquoi est-ce que je paierai en Bitcoin s'il vaut 60 000 $? Je pense qu'il va atteindre 100 000 $, ce qu'il a fait. Donc si je pense qu'il va monter, j'ai pas intérêt à payer mes achats en Bitcoin, j'ai intérêt à les garder.
Et si je pense qu'il va baisser, j'aimerais bien me débarrasser de mes bitcoins, mais là, personne ne va les accepter puisqu'ils voient que le bitcoin est en train de baisser. Donc, le bitcoin, paradoxalement, est une très mauvaise monnaie. C'est-à-dire, c'est pas du tout une bonne idée de l'utiliser dans les échanges. La vraie question, finalement, c'est est-ce que c'est une bonne réserve de valeur ? Et est-ce que finalement, le Bitcoin a été conçu pour être une crypto-monnaie ? Je crois que l'erreur initiale, elle est là. Le Bitcoin n'a pas été conçu pour être une crypto-monnaie, mais pour être un crypto-actif. Vous parlez de la versatilité du Bitcoin, mais alors comment voyez-vous son rôle aujourd'hui dans l'économie mondiale ? Alors on verra ce que l'économie mondiale en fera. Ça, c'est un peu de l'économie fiction, c'est plus compliqué à projeter, mais clairement, le Bitcoin, quand vous regardez la manière dont il a été conçu, les algorithmes qui sous-tendent le fonctionnement du Bitcoin, déjà, le Bitcoin, c'est la quantité en circulation des Bitcoins, elle est limitée à 21 millions. C'est-à-dire que d'ici, alors on ne sait pas, ça dépend, 30 ans, 50 ans, 60 ans, ça dépendra de la vitesse, on atteindra la limite des 21 millions de Bitcoins. Alors déjà, c'est très curieux, ça. Une monnaie, elle n'est pas limitée dans le temps. On imprime des euros en fonction de la croissance de l'économie. Si l'économie européenne croît de 5%, on va imprimer 5% d'euros en plus ou moins. Et c'est pareil pour les États-Unis. La quantité de monnaie, elle n'est pas finie. Elle est liée, corrélée à l'activité économique, puisque la quantité de monnaie, elle doit permettre d'acheter des biens qu'on a produits. Donc c'est normal qu'il y ait plus de monnaie dans l'économie s'il y a plus de biens. Et le Bitcoin, non, c'est pas comme ça qu'il a été conçu. Il a été conçu sur un algorithme où c'est de plus en plus difficile de miner des Bitcoins, puisque les Bitcoins sont créés par minage. Et on sait qu'on va atteindre, là je crois qu'on est à 19 millions de Bitcoins, il en reste plus que 2 millions à miner. Et donc, finalement, il a été conçu pour, déjà dès le départ, entretenir la rareté. Donc il n'a pas été conçu pour être une monnaie. Une monnaie, il y a d'autres crypto-monnaies qui essayent d'être des monnaies qui, elles, au contraire, n'ont pas mis de plafond à la création du Bitcoin. Et donc, peut-être la fonction que peut-être on a l'impression, mais là c'est compliqué, on a l'impression qu'une partie du monde de la finance et de l'économie est en train de donner au Bitcoin, c'est plutôt cette fonction un peu de réserve de valeur. C'est-à-dire que de plus en plus on a des portefeuilles en Bitcoin, les banques investissent en Bitcoin, et donc moi je me demande, alors on peut me dire c'est une bulle, c'est vrai, mais il y a plein d'autres actifs qui sont aussi des bulles, c'est-à-dire qui ont des valeurs déconnectées de la réalité, le Bitcoin n'est pas unique dans ce cas, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le Bitcoin va devenir une espèce de valeur refuge alternative. Et par rapport justement au dollar, etc. Parce que le Bitcoin, j'aurais pu le préciser dès le début, sa caractéristique principale, c'est d'être une monnaie décentralisée. Il n'est pas émis par un gouvernement. Au départ, c'est un projet politique quasi anarchiste. La création du Bitcoin, c'est une monnaie qui ne dépend de personne. Et donc d'ailleurs, c'est très curieux de voir certains gouvernements défendre l'usage du Bitcoin. Quand on voit que Trump est un fan du Bitcoin, c'est assez paradoxal parce que finalement, le Bitcoin, il se présente aussi comme une espèce d'alternative décentralisée à des monnaies centrales, dont la première, la plus connue, est le dollar. Donc c'est un vrai paradoxe. Vous venez de parler des banques, notamment des banques centrales et des États. Est-ce que justement, ils peuvent un jour, les banques centrales, les États, accepter le Bitcoin comme une véritable alternative monétaire ? Alors, en fait, ce que font les banques centrales actuellement, c'est comme la nature hors du vide. Au départ, la plupart des États, des banques centrales, etc., étaient très 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 contre le Bitcoin. Les Chinois, par exemple, ont interdit le Bitcoin. Encore une fois, parce que le Bitcoin, c'est une monnaie sans gouvernement, c'est une monnaie décentralisée, donc c'est une vraie attaque politique. Il y a un discours politique derrière le Bitcoin, quoi. Et donc, quand vous êtes une banque centrale, par définition, le Bitcoin, ça vous va pas. Quand vous êtes un gouvernement, c'est compliqué. En plus, il y a pas de traçabilité, il y a l'anonymat. Enfin, c'est plein de choses qu'un gouvernement n'aimera pas forcément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le Bitcoin. On dit que beaucoup des transactions faites au Bitcoin sont des transactions sur des marchés noirs, obscurs, illégaux, ce qui est probablement vrai, mais pas que. Et donc, il y a cette idée-là. Alors, les banques centrales, on voit bien maintenant, elles sont en train d'essayer de créer leur propre crypto-monnaie. Ce qui est assez paradoxal pour une banque centrale, parce que la définition de crypto-monnaie, c'est qu'elle soit décentralisée. Donc, dans le mot banque centrale, il y a centrale. Bon. Mais on voit bien les Canadiens, les Européens réfléchissent à un Eurocoin. Donc, il y a cette volonté aussi, au niveau des banques centrales et des États, d'utiliser finalement les ressources offertes par la technologie pour développer les systèmes monétaires, pour pas laisser finalement la main à toutes ces monnaies crypto, dont la plupart, je conseillerais de s'en écarter absolument et de fuir,
Mais donc peut-être qu'ils essaient de trouver un compromis entre un fonctionnement décentralisé un peu désordonné et puis quand même une garantie finalement de l'État qui permettrait de créer une espèce de monnaie crypto mais qui soit stable, qui justement puisse être une bonne unité de compte et un bon intermédiaire des échanges. Offrir ce que le Bitcoin n'offre pas. Merci à vous. Alors ce podcast touche à sa fin, nous aurions une dernière question à vous poser. Je vous propose d'avoir ensemble une vision prospective. Vous en avez parlé, la rareté du Bitcoin, 21 millions d'unités on l'a dit, et je vous cite dans le texte, il est de plus en plus difficile de miner des Bitcoins à l'image des mines d'or de plus en plus difficiles d'accès. Cette rareté programmée du Bitcoin est-elle une force ou une limite à long terme ? Eh bien, moi je pense que c'est un des points essentiels. Finalement, c'est pour ça qu'on peut faire peut-être une comparaison des paraisons, mais entre le Bitcoin et l'or. L'or, finalement, pendant des décennies, des centaines d'années, voire des milliers d'années, il a servi dans beaucoup de pays de support monétaire, finalement. Pour des raisons qui sont liées au fait que l'or est facilement transportable, assez léger, il fond à des températures assez basses, donc il peut être transformé en pièces. Donc il y avait des raisons objectives. Et donc l'or a servi de base, on le voit encore maintenant. L'or est un peu fantasmé dans nos économies, alors qu'il n'a plus de rôle monétaire. Si vous arrivez avec une pièce d'or dans un magasin, ça va leur faire un peu bizarre. Mais donc, moi, ce que je me dis, c'est que le Bitcoin, finalement, c'est un projet, donc je l'ai dit, décentralisé anarchique, mais c'est aussi l'idée d'offrir au monde numérique l'équivalent de l'or dans le monde numérique. Et je me dis que c'est pour ça qu'ils ont créé un algorithme qui limite à 21 millions. C'est-à-dire que c'est comme l'or. L'or était abondant dans les années, au 19e siècle, quand on s'est mis à chercher de l'or, enfin même avant, au moment des grandes conquêtes. Mais désormais, oui, aller dans des mines d'or, c'est de plus en plus coûteux, etc. Et donc il y a cette analogie où c'est de plus en plus compliqué de miner du Bitcoin. Et je trouve d'ailleurs intéressant l'expression officielle, c'est le mining, le minage du Bitcoin. Donc on appelle ça du minage. Je veux dire, c'est quand même assez clair comme message. Et donc je crois que le Bitcoin, en fait, pour être une monnaie, avoir mis une limite à 21 millions, évidemment, c'est pas bon. Mais si on part du principe que le Bitcoin n'a pas voulu être une monnaie, mais a voulu servir de base à un futur système monétaire numérique basé sur la crypto, et que le Bitcoin serait la référence, c'est-à-dire l'or, l'équivalent de l'or, mais pour le monde numérique, dans ce cas-là, c'est tout à fait logique d'entretenir sa rareté, c'est tout à fait logique de rendre le minage de plus en plus difficile, et ça a un sens. Et ça peut permettre, justement, avec la rareté, l'objectif, j'imagine, c'est que, justement, il continue à gagner de la valeur puisqu'il sera rare, les gens s'en serviront de plus en plus, mais ils s'en serviront pas comme monnaie, mais comme base à un système monétaire qui pourrait s'appuyer sur le Bitcoin, de même que pendant longtemps, nos systèmes monétaires étaient basés sur un étalon or. Merci Stéphane Mottet. On le rappelle, vous avez écrit l'article L'or 2.0 dans le tout dernier numéro du Praxis, un article à retrouver dans son intégralité. À très vite sur notre chaîne pour de nouveaux podcasts.